Yo guys, what is up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. Je vais vous raconter une histoire aujourd'hui. Une histoire vraie qui est arrivée vraiment pas loin d'ici. Dans le fond, au bout de la rue, on va y aller dans très bientôt. Je voulais juste commencer l'introduction ici en étant arrêté parce que je suis pas vraiment sur le bord de la rue où c'est passant là-bas, c'est un peu moins dangereux. Et de toute façon, j'ai envie un peu de préserver la tranquillité des personnes qui habitent dans la maison où s'est déroulée l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est une histoire plutôt mystérieuse, un triple homicide qui a eu lieu en 1999, mais qui est entouré de mystère en fait, qui est vraiment entouré de mystère parce qu'on n'a toujours pas de réponse aujourd'hui sur qu'est-ce qui a pu se passer et pourquoi c'est arrivé. Je vais vous en parler aujourd'hui, mais juste avant, je vais vous raconter le début de l'histoire avant qu'on rentre dans les détails. J'ai pris des notes pour rien oublier parce que c'est important. Donc on est présentement à Saint-Paul-de-Joliette, dans la campagne en fait, au milieu de grandes routes plus ou moins isolées, dans le sens qu'il y a beaucoup de bâtiments autour, beaucoup de maisons quand même, mais c'est des grands terrains. Et c'est pas extrêmement peuplé dans la région ici. Et en fait, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1999, sur le chemin Landry, il y a eu un triple homicide qui a eu lieu en fait. Un triple homicide de plusieurs membres de la famille Landry, pardon. Donc Marguerite Landry qui avait 89 ans à l'époque, Roland Landry qui avait 78 ans et Marcel Landry qui avait 79 ans, qui ont été retrouvés assassinés à coups de hache dans leur maison par leur frère Roger Landry. En fait, de ce que j'ai compris, Roger n'a pas retrouvé directement ses frères et sœurs. En fait, il s'est rendu à la maison et quand il est rentré à l'intérieur, c'était le bordel partout. Et il a compris qu'il y avait un truc qui allait pas en fait. Il est ressorti et il est allé chercher le téléphone le plus proche. Parce que je vous rappelle qu'on est en 1999. Lorsque ça arrive, on n'a pas des téléphones cellulaires dans les poches. Donc il n'y a pas moyen d'appeler directement comme ça. Donc il s'est rendu chez un voisin pour appeler la police qui a ensuite découvert les corps des 3 personnes âgées qui sont décédées, qui ont été tuées à coups de hache dans leur maison. La raison pourquoi je vous parle de cette histoire, c'est que c'est arrivé tout près de l'endroit où j'habite en fait. C'est une histoire que j'ai entendu parler il y a longtemps. C'est une histoire qui m'a joué dans la tête parce qu'en fait c'est rempli de mystères. Et dans le fond, ça s'est déroulé dans la maison juste en face ici, la petite maison jaune. Je vais pas trop rester, je vais pas filmer comme j'ai dit, j'ai pas envie de déranger. Il y a des personnes qui ont acheté la maison. Ces personnes qui, avec raison, pendant plusieurs semaines, en fait, je sais pas si c'est les mêmes personnes qui ont acheté la maison à l'époque qu'elle a été vendue, mais je sais que ceux qui ont acheté la maison suite au triple meurtre qu'il y a eu à l'intérieur ont eu vraiment fait la difficulté à monter au 2e étage de la maison, là où avaient eu lieu les meurtres pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois de ce que j'ai vu sur internet. Et avec raison, honnêtement. Donc j'avais envie de vous parler de cette histoire, parce que je suis passionné pas mal d'histoires comme ça. D'histoires qui n'ont pas encore de réponse. Et j'espère un jour pouvoir avoir les réponses à ces histoires-là. Il y en a plein au Québec, des histoires comme ça. Et là, on est présentement, comme je l'ai dit au début, à Saint-Paul-de-Joliette. Vous pouvez constater, avant que je commence à parler de l'histoire, qu'on est dans un coin vraiment tranquille. Là, on se remet, en fait, à l'époque où ça arrivé en 1999, c'était probablement, et même sûr à 100%, encore plus tranquille que ça. Aux alentours, en fait, les villes aux alentours, comme les grandes villes comme Joliette à l'époque, c'était pas extrêmement développé comme celle-là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des bâtiments partout, des blocs appartements qui se construisent à chaque fin de semaine. Il y a un nouveau bloc qui pousse. Comme de la mauvaise herbe en fait. Donc il y a beaucoup de monde maintenant qui vivent dans la région ici. Lorsque ça a été commis pendant la nuit en plus, parce que je suis pas mal sûr qu'encore aujourd'hui, la nuit, on roule ici, je suis pas mal sûr qu'on croise personne. Je pense vraiment qu'on croise personne. Dans les rangs de campagne comme ça, je pense que c'est toujours tranquille. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire derrière ce triple meurtre? Les 3 personnes âgées ont été retrouvées assassinées de manière extrêmement violente dans leur propre domicile. Les policiers se sont présentés sur les lieux. Une enquête, bien entendu, a démarré. Rapidement, ils en sont convenus que c'était un vol qui avait mal tourné. C'est comme la seule hypothèse, en fait, l'une des seules hypothèses les plus probables. Les personnes sont rentrées dans cette maison en pleine nuit pour voler probablement de l'argent. Parce qu'il faut savoir que la famille Landry est une famille c'est une famille pionnière de la région de Saint-Paul-de-Joliette qui est établie depuis plus d'une centaine d'années. Marcel Landry possédait des terres ici, des terres qu'il avait vendues quelques temps avant les meurtres. Donc ça valait quand même pas mal d'argent. On sait que des terres, ça vaut cher, ça vaut de l'argent des terres. Donc il avait vendu certaines terres. Est-ce qu'il les avait vendues au complet? Est-ce qu'il en avait vendu quelques-unes? Je ne sais même pas combien il en possédait. J'ai seulement l'information qu'il avait vendu des terres. Donc ça valait de l'argent. On sait aussi que il y a 4 personnes âgées qui habitaient dans cette maison. Parce que j'ai parlé de Marcel, Marguerite et de Roland Landry.
qui ont été tués, mais il y avait une autre de leurs sœurs qui vivait avec eux, qui, lorsque les meurtres ont eu lieu, était à l'hôpital. Donc c'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. Donc on sait qu'il y a 4 personnes âgées qui vivent dans cette maison-là. On sait que la maison est payée. On sait aussi qu'il y a 4 pensions qui rentrent dans cette maison-là. Les personnes qui habitaient là n'avaient rien à payer. Il y avait des pensions qui rentraient. Ils avaient vendu des terres. Est-ce qu'il y avait extrêmement beaucoup d'argent? C'est une possibilité. C'est vraiment une possibilité qu'il y ait beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler du fait qu'il y avait beaucoup d'argent? C'est quelque chose de possible. Donc est-ce que le plan initial des personnes qui ont commis ces meurtres, parce que à la base on parlait d'une personne, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a plusieurs personnes qui ont commis cet acte complètement horrible, parce que honnêtement, un massacre comme ça, comment tu fais pour faire ça tout seul, comme ça dans la nuit, dans le noir en plus? Ce qu'on sait aussi, c'est que Marcel Landry avait retiré son argent des institutions financières avant l'année 2000. Parce qu'à l'époque, il y avait le fameux bug de l'an 2000. Le fameux... le mot du bug de l'an 2000 s'était passé un peu. Il y a beaucoup de personnes qui avaient peur du bug de l'an 2000, qui avaient peur de perdre leur argent qui était déposé dans les institutions financières. Donc Marcel Landry, on sait qu'il avait retiré son argent par peur de la perdre. Un autre élément qu'on sait à propos de cette histoire-là, c'est que les portes là-bas étaient jamais verrouillées. Et ça, on le sait de plusieurs amis et membres de la famille qui en ont parlé. Les policiers, au début, ont dit... on pensait que les personnes qui ont commis ça, ont commis les meurtres, seraient entrées par une fenêtre à l'arrière de la maison. Parce qu'il y avait une petite fenêtre qui était ouverte lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux. Il y a plusieurs amis et membres de la famille qui ont dit que honnêtement, n'importe qui pouvait entrer dans cette maison-là, n'importe quand. Les portes étaient jamais barrées, la porte principale était ouverte, on arrivait, on entrait. Je pense que c'était quelque chose qui était quand même vraiment commun à l'époque aussi, de ne pas verrouiller ses portes de maison. Des crimes comme ça, en campagne, ça se pouvait pas. Dans la mentalité des gens, c'était pas comme aujourd'hui. On dirait que le danger est un peu moins courant. Donc il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont entrées dans la maison des membres de la famille Landry et qui les ont froidement assassinés. Première chose qu'on remarque sur les lieux, après avoir parlé de l'hypothèse du vol, c'est qu'il n'y a absolument rien qui a été volé. Ça, c'est ce qu'on constate au début. Il n'y a rien qui a été volé. C'est étrange. Tout a été mis sans dessous dans la maison. Tout est à l'envers. Mais à première vue, rien n'a été volé dans la maison. Donc, c'est un peu bizarre. Jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'une bague qui appartenait à Marcel Landry avait tout simplement disparu. Une bague qui, à l'époque, valait 1200 $. Une reconstitution de la bague va être faite par le service de police, qui va être ensuite publiée dans les journaux dans la région de Saint-Paul-de-Joliette. Les gens vont espérer que quelqu'un reconnaisse cette bague, peut-être un prêteur sur gage qui s'est retrouvé en possession de cette bague après qu'un individu soit venu lui porter pour lui vendre, mais rien du tout. Rien du tout, on ne sait pas la bague est rendue où, personne n'a vu cette bague-là, elle a été volée, mais a priori elle n'a jamais été revendue nulle part. Ou peut-être qu'elle a été revendue et que la personne qui l'a achetée a tout simplement jamais vu la reconstitution de la bague dans les journaux. Peut-être que l'information ne s'est pas passée comme l'information peut se passer aujourd'hui avec les réseaux sociaux et les téléphones. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Peut-être que les personnes qui ont comme ça, qui ont volé la bague, l'ont revendue ailleurs, qu'ils ne l'ont pas fait dans les environs de Saint-Paul-de-Joliette ou Joliette parce que c'était trop le point central de où est-ce que les crimes avaient été commis. En y repensant, ça aurait été un peu ridicule de se dire je vais aller vendre la bague à un bijoutier à 20 minutes de où est-ce que le crime a été commis. Ça aurait été ridicule. Donc c'est une grosse probabilité que la bague a été revendue peut-être ailleurs, au Canada, au Québec, plus loin, je sais pas. Ça c'est un mystère aussi. Il y a un truc qui est clair pour les membres de la famille et les amis, c'est que ce crime-là, en fait, n'a pas pu être commis. Elle peut pas être commis par un membre de la famille. Ça, c'est quelque chose qui est clair et net pour les personnes qui connaissent la famille Landry. La famille Landry est une famille qui est décrite comme étant une famille nombreuse, une famille serrée. T'sais, en fait, tout est étrange dans cette histoire. Le pourquoi le crime a été commis, par qui, c'est en fait les deux questions qui demeurent sans réponse encore aujourd'hui. Les deux questions qui englobent ce mystère. Mais il y a un troisième mystère là-dedans. C'est que, je l'ai dit au début, rien n'aurait été volé. Par contre, d'après certaines personnes, d'après des personnes qui connaissaient la famille,
Marcel Landry aurait caché de l'argent dans l'étable de la maison. Donc au lieu de le garder à l'intérieur, il cachait son argent dans l'étable, ce qui fait en sorte que son argent sentait le fumier. Et à l'époque, dans les institutions financières, quand un billet se passait et qu'il sentait le fumier, les gens savaient que c'était de l'argent qui appartenait à Marcel Landry parce que Marcel Landry possédait une étable, avait des terres. Il y a quelqu'un, après les meurtres, qui aurait été en possession d'un billet. Je veux pas dire n'importe quoi, je pense pas que c'est un billet de 100, je pense que c'est un billet de 1000, mais je veux pas dire n'importe quoi, je sais pas si en 99 il y avait encore des billets de 1000, mais je pense que oui. Cette personne-là s'est retrouvée avec un billet de 1000$ entre les mains, et ce billet de 1000$ sentait le fumier. Et automatiquement, ça l'a comme allumé une petite cloche dans la tête de cette personne-là de dire la seule personne dans les environs qui venait déposer de l'argent comme ça, qui se promenait avec des billets qui sentaient le fumier, c'était Marcel Landry. Il les cachait dans son étable, il cachait son argent dans l'étable. Et cette personne-là s'est retrouvée en possession d'un billet de 1000$, un billet de 1000$ qui sentait l'étable, qui sentait le fumier. Et la personne s'est posé la question, est-ce que ce billet de 1000$ est un billet qui aurait appartenu à Marcel Landry, un billet qui aurait été volé lorsque les personnes sont entrées dans la maison avant d'assassiner les 3 personnes âgées. Et malheureusement, cette personne-là n'a pas appelé la police ou quoi que ce soit. Finalement, il n'en a pas fait toute une histoire. Il s'est dit que c'est peut-être lui qui se posait trop de questions à ce sujet-là. C'était un ami de la famille, en fait, cette personne-là. Et il n'en a pas parlé, à la police à l'époque de ce fameux billet de 1000$ qui s'était retrouvé en sa possession, qui sentait le fumier. Il en a juste pour parler. C'est un autre détail de l'histoire. Donc, est-ce que cette personne-là qui a utilisé ce billet de 1000$ pour faire des affaires faisait partie des personnes qui ont participé à ce crime, qui ont participé à l'intrusion dans la maison et au triple meurtre? C'est peut-être quelque chose qu'on saura jamais. Est-ce que les personnes qui sont derrière ce crime courent encore dans la région de Joliette, de Saint-Paul-de-Joliette aujourd'hui? C'est un autre truc qu'on saura peut-être jamais. J'aimerais vous donner plus de détails sur cette histoire. J'aimerais vraiment pouvoir vous en raconter davantage. Mais ce que je viens de vous raconter, c'est pas mal tout ce qu'on sait de ce qui est arrivé dans la nuit du 12 au 13 décembre 1999. Ça fait plus de 23 ans, presque 24 ans que ce crime-là a été commis et on sait toujours pas aujourd'hui qui est l'auteur de ça. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je le sais par rapport à différents articles de journaux que j'ai trouvés sur Internet. Je le sais aussi par rapport à l'émission qui jouait à l'époque, Poirier Enquête. Moi, c'est sur cette émission-là que j'ai entendu parler de cette histoire-là la première fois. Je vais vous mettre le lien, en fait, de l'émission et des articles de journaux dans la description de la vidéo, ceux qui veulent se pencher un peu sur cette histoire et s'informer un petit peu plus en détail. On se laisse sur cette vidéo-là avec les cloches de l'église qui sonnent en ce moment. Une drôle d'adon quand même. Et j'espère que la vidéo vous a plu tout simplement. Si c'est le cas, bien entendu, laissez-moi le savoir dans les commentaires de la vidéo parce que ça va m'aider à savoir si j'en fais d'autres des vidéos comme ça. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, dites-moi si oui ou non j'en fais d'autres, des vidéos comme ça, sur des histoires comme ça. Je veux savoir. Vous pouvez aussi partager la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui me suivent déjà, je voulais vous remercier en fin de vidéo. Grâce à vous, on a pu débloquer le bouton rejoindre en dessous des vidéos. C'est un bouton en fait qui vous permet de m'encourager financièrement. J'ai maintenant accès à ça. On est maintenant dans le programme de partenaire YouTube, si vous voulez. Ça sonne gros comme ça, mais honnêtement, c'est grâce à vous. Vous regardez les vidéos, ça m'a permis d'en arriver là. J'ai pu débloquer cette fonctionnalité sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez avoir accès à plusieurs avantages sur la chaîne, donc un petit badge à côté de votre nom dans les commentaires, accès aux vidéos en avant-première, accès à un Discord privé, c'est seulement 4,99$ par mois. Vous allez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Et rendu là, ça va vous suivez les étapes. Donc, si ça vous intéresse d'avoir accès à ces avantages et de m'encourager financièrement, allez-y. Ça va me faire extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé, guys. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était The Real Baby Boy. Peace out, tout le monde.